Alors, maintenant, on applique le raisonnement qu'on vient de faire, mois par mois, maintenant, par exemple, pour le mois de février. Si on ne fait rien, la trésorerie fin février sera de combien? Alors, regardez bien ce que je fais. Vous vous rappelez, on a le document qu'on a sous les yeux qu'on vient de faire au mois de fin janvier. C'est le document qu'on vient de voir. On aura quoi? 1967, vous êtes d'accord? C'était la trésorerie de fin janvier après l'équilibrage du mois de janvier. Vous êtes d'accord? Donc début février, on aura bien 1967, plus 119 600, c'est bien les encaissements comptants du mois de février, plus 53 820, c'est bien les effets qui arrivent à échéance à fin février, moins les 40 000, est-ce que tout le monde me suit, que je viens d'escompter au mois de janvier, d'accord, et moins 208 403 qui sont les décaissements prévus. Est-ce que tout le monde me suit? Ben, ça veut dire que si je ne fais rien, j'aurai un montant de trésorerie, un déficit de trésorerie de 73 016 €. Est-ce que tout le monde me suit? D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire exactement le même principe que tout à l'heure. On est d'accord? Alors, je vous dis, bien voir qu'à partir du mois de février, on n'utilise plus la synthèse du budget de trésorerie avant équilibrage. Pourquoi? Parce que ça a été déjà modifié pour le mois de janvier. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je vous rappelle qu'on avait dit qu'au mois de février, dans le budget de trésorerie prévisionnel, au départ, il y avait fin janvier, moins 37 700, et moins février, moins 72 683. Pour le mois de janvier, je vous ai dit, si on ne fait rien, on aura moins 37 700. On est d'accord. Mais pour février, je ne peux plus utiliser ça. Je suis obligé d'utiliser le plan de trésorerie que je viens de faire, bien entendu, puisque ma trésorerie fin janvier est déjà modifiée. Très bien. D'accord? Donc on sait que si on ne fait rien fin février, on sera en déficit de 73 016. La question est toujours la même. Existe-t-il des effets que nous pourrions escompter fin février? D'accord? Alors, en février, nous pourrions escompter 71 760 d'effets qui arrivent à échéance fin mars, et donc qui sont, rappelez-vous, à 30 jours à fin février. Est-ce que vous me suivez? D'accord? Regardez, je l'ai fait exprès. Vous voyez que comme par hasard, 71 760, même si je les escompte, est-ce que vous êtes d'accord que ça ne va pas être suffisant pour combler 73 016? Parce qu'en plus, sur les 71 760, je vais payer des agios. Est-ce que tout le monde me suit? Donc je vais encore avoir moins que ça. Or, je suis à la rue de 73 016. Et l'énoncé m'a dit que je dois, dans ce cas de figure, pour équilibrer les éventuels déficits, choisir en priorité l'escompte. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut escompter autre chose fin février? Est-ce que j'ai dans mon portefeuille d'autres effets que je pourrais escompter? Eh bien oui, il y a 35 880 d'effets qui arrivent à échéance fin mars. Attention, ils arrivent à échéance fin mars. Ils étaient à 60 jours fin janvier. Donc ils sont à 30 jours fin février. Est-ce que tout le monde me suit? Ça y est, c'est clair? D'accord? OK. Donc, rappelons qu'il s'agit d'effets à 60 jours, mais au départ, comme on en dispose depuis fin février, mais fin février, on ne les a pas utilisés, donc 47 840 d'effets qui arrivent à échéance fin avril, donc 60 jours d'escompte à fin février. Donc, comme on est en déficit de moins 73 016, nous allons escompter en priorité les effets dont l'échéance est la plus proche pour diminuer le coût de l'escompte, bien entendu. Donc, les conséquences de cela, vous avez compris, nous allons escompter 70 000, c'est par tranche de 10 000, vous voyez, 70 000 sur les 71 760 qui arrivent à échéance à 30 jours, plus 10 000 d'effets sur les 35 880, est-ce que vous me suivez, pour essayer d'avoir en net au moins, combien nous avions, 73 016. Encore une fois, je suis obligé de tester là. Parce que comme ça, vous comprenez le problème? C'est est-ce que ça va suffire, ça? Il faut faire le calcul, d'accord? La remise nette avec un escompte de 80 000. Regardez bien, attention. Hein. Là, j'ai mis 80 000, pourquoi? Parce qu'en fait, les deux sont à 30 jours. Hein.
D'accord, c'est pareil, hein, j'aurais pu faire 70 000 net, plus 10 000 net, mais les deux sont à 30 jours. Donc je peux faire la somme des deux. Donc la remise nette, 80 000 moins, vous voyez, 80 000 fois 10%, fois 30 sur 360, ça fait 80 000 moins 667, ça fait 79 333. Est-ce que vous êtes d'accord que les 79 333, c'est bien supérieur au déficit de trésorerie que j'avais, qui était de 73 016. Donc ça passe. Je n'ai pas besoin, vous voyez, d'équilibrer, d'en prendre plus. Par exemple, si ça n'avait pas été suffisant, au lieu d'escompter les 10 000 sur les 35 880, j'aurais escompté 20 000, tout simplement. D'accord ? OK. Donc, bien voir que dans ce cas, nous avons couvert en totalité le déficit de trésorerie du mois de février, pas de frais sur des couverts supplémentaires. Maintenant, on peut revenir au tableau, regardez bien, hein, je vous ai mis, avec ce qu'on vient de décider. Alors, regardez bien ce qui arrive. Regardez bien, cette fois-ci, j'ai rajouté, évidemment, la colonne mars, et regardez bien. Allez, pour équilibrer le déficit de trésorerie du mois de février, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris, vous voyez les flèches, sur les 71 000 d'effets qui arrivent à échéance mars, j'en ai pris 70 000. Donc, moins 70 000. Sur les 35 880, j'ai pris moins 10 000. Et l'escompte de ces deux types d'effets, d'accord, ça m'a fait une remise nette de 79 333 en février. Donc, ça me modifie les encaissements par rapport à ce qui était à l'origine. Et vous voyez, maintenant, j'ai un solde fin de mois de février de 6 317. Ça va, tout le monde me suit? D'accord? Et maintenant, bien entendu, il faut continuer. Eh bien, on va aller, pour l'instant, au mois de mars. Alors, pour le mois de mars, le principe, c'est toujours le même. Si je ne fais rien, quel est le montant de la trésorerie que j'aurai fin mars? 6 317, vous êtes tous d'accord avec moi? 6 317, c'est bien la trésorerie que j'ai fin février, je viens de la calculer. Plus 131 560, les encaissements prévus au comptant du mois de mars. Plus 71 000, plus 35 880, les effets qui arrivent à l'origine à échéance fin mars. Moins 70 000, moins 10 000, les effets que j'ai escomptés fin février. Et moins 415 000, les décaissements prévus du mois de mars. Ouh là 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 là. Alors là, vous voyez que la trésorerie est de moins 249 483. La question que je me pose, toujours la même, existe-t-il des effets que nous pourrions escompter fin mars? Si oui, lesquels? Vous commencez à imaginer que là, il va falloir probablement que j'en escompte un maximum. Est-ce que vous êtes d'accord? De tout ce que je peux. Mais rappelez-vous, uniquement ce que je peux. Je ne peux pas escompter. Si vous avez un doute à un moment donné, dites-vous bien que vous ne pouvez pas escompter des effets que vous n'avez pas encore. On est bien d'accord, hein? Si vous avez ça dans la tête, ça limite les risques. Alors, fin mars, nous pourrions escompter quoi? 78 936 d'effets qui arrivent à échéance fin avril, on est d'accord? Donc, ça nous ferait 30 jours d'escompte à fin mars. 47 840 d'effets qui arrivent à échéance fin avril. Donc, 30 jours d'escompte à fin mars. Rappelons qu'il s'agit d'effets à 60 jours à l'origine. Donc, on en dispose depuis fin février, mais fin février, on ne les a pas utilisés. Donc, fin mars, ils sont plus qu'à 30 jours. Est-ce que vous êtes d'accord? Je pourrais escompter aussi, j'espère que vous le comprenez, fin mars, 52 624 d'effets qui arrivent à échéance fin mai. Mais si je les escompte fin mars, ils sont à 60 jours. Est-ce que vous êtes d'accord? Et puis, c'est tout. Je ne peux pas, est-ce que vous êtes d'accord, en escompter plus que ce qu'il y a là. Est-ce que vous me suivez bien? D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas en escompter plus que ça. Donc, étant en déficit de moins 249 483, nous allons escompter les effets dont l'échéance est la plus proche pour diminuer le coût de l'escompte. Alors, nous allons escompter quoi? Bien entendu, nous allons escompter, comme d'habitude, les 70 000 d'effets sur les 78 000. Rappelez-vous les pièges. On nous a dit de travailler par tranche de 10 000. Si on ne me le dit pas, par tranche de 10 000, je prends exactement la vraie valeur. Très bien. Plus les 40 000 sur les 47 840, plus les 50 000 sur les 52 624. Et je vais calculer la remise nette. Alors bon, la remise nette, 110 000 moins 110 000 fois 10% fois 30 sur 360.
d'accord? Plus 50 000, moins 50 000, fois 0,10, fois 60 sur 360, on est bien d'accord, puisqu'ils sont à 60 jours. Conséquence, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait une remise nette de, regardez bien, 158 250 euros. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça, c'est le maximum que je peux escompter fin mars. Vous voyez bien ici que ce n'est pas suffisant pour combler le déficit de trésorerie du mois de mars, qui, je vous le rappelle, était de moins 249 483. Conséquence, à l'impossible, nul n'est tenu, et conformément à ce que me dit l'énoncé, pour le reste, je vais être obligé de prendre du découvert. Est-ce que tout le monde me suit? Nous avons encore un déficit, donc du déficit de trésorerie, dont nous devrons supporter le coût par l'intermédiaire du découvert. Alors, je vous dis, conséquence, le montant du découvert, une fois que l'on aura fait l'escompte, ça va être de combien? 249 483, le montant du déficit de trésorerie si je ne faisais rien, moins le maximum de la remise nette, 158 250, donc je suis encore en déficit, donc cette fois-ci à découvert, de 91 233. Alors je vous mets petite remarque, attention. Dans cet exemple, l'énoncé dit que les agios sur découvert sont prélevés à la fin de chaque mois. Dans la réalité, pour connaître exactement le montant des agios sur découvert d'un mois, la banque utilise ce qu'on appelle une échelle d'intérêt, mais dans ce type d'exercice, nous ne pouvons pas l'utiliser. Parce qu'une échelle d'intérêt, ça va vous montrer le coût exact du découvert, mais jour par jour. D'accord? Parce que, en fait, on ne sait pas exactement ici pendant combien de temps on a été à découvert. Donc on le fait, excusez-moi l'expression, entre nous, à l'arrache. Ça veut dire qu'on suppose implicitement, si je suis à découvert de 91 233, je suppose implicitement, je ne peux pas faire autrement pour l'instant, on verra entre parenthèses dans l'application numéro 2, la prochaine fois qu'il y a une autre façon de raisonner, mais pour l'instant, je ne peux pas raisonner autrement que de dire, je suppose que j'étais à trésorerie, en découvert, tout le mois. Mais dans la réalité, ce n'est pas ça. Dans la réalité, vous comprenez que la trésorerie, elle bouge tous les jours, vous comprenez? Elle n'est pas constante et ça ne varie pas d'une façon linéaire. D'accord? Conséquence, nous allons être dans l'obligation de simplifier les calculs. Il existe deux solutions. La première consiste à considérer que le découvert apparaissant en fin de mois est resté le même tout au long du mois. Bien entendu, comme je viens de vous dire, c'est théorique. Et la deuxième consiste à calculer les agios sur le découvert moyen du mois. Et le découvert moyen du mois, c'est le découvert du début du mois, s'il existe déjà, plus le découvert fin de mois, le tout divisé par 2, pour avoir le découvert moyen. On verra ça dans l'application numéro 2. Le problème, c'est que les énoncés sont rarement précis quant à la méthode à utiliser, la première ou la deuxième. Si c'est le cas, donnez les deux possibilités et choisissez la plus rapide à mettre en œuvre. Inutile de vous dire que la plus rapide à mettre en œuvre, c'est de considérer qu'on est resté tout le temps à découvert pour le même montant tout le mois. Est-ce que vous êtes d'accord? OK? Alors, maintenant, on va choisir, nous, comme je viens de vous dire, la première solution parce que c'est la plus facile. Donc, les agios fin mars, vous voyez, c'est 91 233 fois 15% le taux du découvert annuel multiplié par 30 sur 360. 1140. J'espère que vous comprenez que ça, c'est pas possible. C'est pas vrai. Ça ne serait vrai dans la réalité que si j'avais été à découvert de 91 233 du 1er mars au 31 mars. Est-ce que vous êtes d'accord? Or, c'est pas vrai. Et pour le savoir, ça exactement, il me faudrait ce qu'on appelle une échelle d'intérêt. Et fournie par la banque pour savoir exactement, jour par jour, de combien j'étais à découvert. Et dans l'application numéro 2, que je ferai la prochaine fois, eh bien avec le même genre d'exemple, on va considérer, vous allez voir, un découvert moyen, tout simplement. D'accord? Remarque bien voir qu'il s'agit d'une simplification, etc. Donc, la deuxième solution, c'est-à-dire avec un découvert moyen, serait plus proche de la réalité que celle-ci. À l'impossible, nul n'est tenu, bien entendu. D'accord? Maintenant, on peut revenir au tableau précédent comme d'habitude, et donc, regardez ce que ça donne, exactement la même chose, hein, j'ai rajouté les colonnes. Alors, j'ai mis ici jusqu'au mois de mai, jusqu'au mois de juin. Vous voyez bien qu'au mois d'avril, j'escompte, on a dit les 78 000 et les 40 000 sur les 47, ça me fait une remise nette de 158 250, vous êtes d'accord? Et regardez bien,
J'ai des agios, cette fois-ci, sur découvert du mois de mars, que je viens de calculer, et j'ai un solde de fin de mois. Alors, vous allez me dire, alors là, petit problème de vocabulaire, qu'on soit bien d'accord. Vous allez me dire, oui, mais monsieur, votre trésorerie, elle est quand même déficitaire, là. Oui, non, mais elle est déficitaire, c'est vrai. Mais on est, si j'ose dire, couvert grâce au découvert. Est-ce que vous comprenez le principe? Ce n'est pas du tout la même chose que de ne pas avoir négocié avec la banque du découvert. C'est ça qu'il faut bien que vous compreniez. Oui, c'est vrai que nous sommes à la rue encore de 92 373, c'est vrai, mais je ne risque pas de faire faillite parce que j'ai négocié le découvert. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? Ok. Alors ensuite, bien entendu, on y va par itération, hein, je ne vais pas prendre chaque mois, d'accord? Et ensuite, le tableau final devient le suivant, d'accord? Donc imaginez qu'il soit rempli, on a fait après le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, et ça nous donne le montant final de la trésorerie fin juin. Encore une fois, comprenez bien, oui c'est vrai, la trésorerie que vous voyez à la fin de certains mois est déficitaire ici. Oui, c'est vrai, mais nous l'avons, encore une fois, je suis désolé au niveau du vocabulaire, nous l'avons, entre guillemets, couvert grâce au découvert. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que ça, la banque accepte que je sois à découvert à cette hauteur-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, imaginez que la banque, par exemple ici, voilà, tout peut exister dans un énoncé, que la banque n'accepte pas que je sois à découvert de plus de 50 000 euros, par exemple. Eh bien, ça voudrait dire là, par exemple, pour le mois de mars, où je vois que, en escomptant ce que je peux escompter, enfin, etc., je suis à découvert, on va dire, de 92 373. Eh bien, que vous direz l'énoncé, par exemple, que s'il y a un problème, les actionnaires sont prêts à mettre de l'argent en compte courant. Ben, par exemple, ici, je mettrai en compte courant 42 373 pour être à découvert pile poil de 50 000 maximum. Est-ce que vous comprenez comment après il faut s'adapter à la réalité ou aux énoncés, hein? C'est comme ça qu'il faut faire. Alors, vous comprenez bien que le souci de ce type d'exercice, c'est la longueur. Parce que vous imaginez que mois par mois, on est obligé de tout tester. Et encore, là, avec la bonté qui me caractérise, bien entendu, je vous ai mis un exemple simplet. Je veux dire, un exemple dans lequel il n'y a pas à tester à la fin de chaque mois, est-ce qu'il est préférable de prendre de l'escompte, si j'ai des effets à escompter, ou du découvert, ou un mixte des deux. Oui, parce que normalement, il faut tout tester. Oui, si on fait de la trésorerie, on ne fait pas histoire de l'art. D'accord? Okay, donc il faut tout tester. Ça peut être, j'escompte d'abord les effets à 30 jours, puis du découvert sur le reste, ou je ne prends que du découvert, ou je ne prends que... Vous voyez, normalement, il faut tout tester. Le jour d'un examen, ça commence à prendre du temps. C'est pour ça que souvent, ils vous le disent, même si ce n'est pas ce que vous feriez dans la réalité, ils vous disent, 1, on escompte en priorité, 2, si ce n'est pas suffisant, on prend du découvert. D'accord? Même si ce n'est pas ce qu'on ferait dans la réalité. Dans la réalité, on testerait quel est ce qui nous coûte le moins cher. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans le cadre d'un examen, il vous dirait la procédure à suivre, bien entendu. D'accord? Donc, la prochaine fois, nous verrons une application numéro 2, pareil, hein, sur le plan de trésorerie, mais avec une autre façon d'aborder le problème tout à fait différente, mais qui est quand même, notamment pour le découvert, plus proche de la réalité que ça ne l'est ici.